Bonjour. Pour commencer, imaginez un peu. Paris-Dijon. En 1692, en hiver, il fallait 8 jours. Ça fait à peine 2 km/h. C'est ça, une allure d'escargot, ou presque. Et puis, moins de 150 ans plus tard, en 1831, hop, 2 jours seulement. On passe à plus de 7 km/h. Alors, comment on explique une telle métamorphose? C'est une excellente question. C'est justement notre sujet aujourd'hui. L'évolution incroyable des routes en France, disons entre Louis XIV et la veille de 1914. On va s'appuyer sur les travaux de Jean-Marcel Gauger. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre les étapes clés, les innovations qui ont tout changé dans notre façon de voyager. Alors, on se lance? Allons-y. Il faut vraiment se représenter la situation au départ, fin 17e, début 18e. Les routes, quand il y en a, c'est souvent pas grand-chose. Des chemins de terre, j'imagine. Exactement, qui deviennent de vrais bourbiers à la moindre pluie. L'hiver, c'était quasi impraticable par endroits. Du coup, la vitesse, très très limitée. Ce Paris-Dijon dont on parlait. Bah oui, il illustre bien cette lenteur initiale. 2 km/h en 1692. Et on peine à atteindre 2,4 km/h en 1765. Un siècle plus tard, à peine mieux. C'était une vraie aventure de se déplacer. Pourtant, il y a eu Colbert, non? Dans les années 1680, il avait déjà cette vision de relier Paris aux grands ports, aux villes importantes. Absolument. Il crée même les commissaires des ponts et chaussées en 1669. C'est pas un début, ça? Une première politique routière? Si, c'est une première impulsion, c'est vrai. C'est lié à une volonté de, comment dire, de contrôle. Contrôle économique, pour le commerce, les manufactures royales, Et politique aussi, sans doute? et politique, bien sûr, pour asseoir l'autorité centrale. C'est cette vision très héliocentrique, quoi, avec Paris au centre de tout, qui commence à s'appliquer aux routes. D'accord. Mais bon, sur le terrain, les réalisations, elles restent quand même limitées au début, c'est fragmenté. Il manque une vraie structure technique nationale. Alors, qu'est-ce qui va vraiment mettre le feu aux poudres au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui fait que ça accélère? Le vrai tournant, c'est la création du corps des ponts et chaussées en 1716. Là, on est une administration dédiée, centralisée, qui va chercher à unifier les méthodes partout. Ah, d'accord. C'est le début d'une ingénierie routière organisée, en quelque sorte. Et j'imagine qu'il y a des figures clés derrière ça et des moyens concrets. Tout à fait. On pense aux Truden, père et fils, de grands administrateurs. Et surtout, il y a la création de l'école des ponts par Perronnet en 1747. Ça, c'est fondamental. Pour former les ingénieurs. Exactement, une élite technique qui va diffuser des méthodes standardisées. Et pour construire massivement, on va généraliser un outil très efficace, mais aussi très dur, la corvée royale en 1738. Ah oui, le travail forcé des paysans. C'est ça. Non payé, très impopulaire, source de beaucoup de tensions sociales, mais ça a permis de construire énormément. On parle de plus de 40 000 kilomètres tracés entre 1716 et 1789. Incroyable. Et on voit les résultats sur la vitesse, grâce à ces routes mieux faites, peut-être aussi grâce aux techniques de Trezaguet, ces chaussées un peu bombées, mieux drainées. Oui, voilà. Les techniques s'améliorent avec Trezaguet, les routes sont mieux conçues. Et ça, combiné à une meilleure organisation des transports, comme les diligences turgotines vers 1780, Les turgotines, oui. ça permet un gain de vitesse assez spectaculaire pour l'époque. Sur les grands axes Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, on double quasiment la vitesse moyenne. On passe de 2,4 km/h à environ 4,4 km/h. Ça reste lent, mais c'est déjà énorme comme progrès. C'est beaucoup plus prévisible, plus régulier. Le voyage devient moins aléatoire. La Révolution et l'Empire arrivent donc sur un réseau déjà bien transformé. Qu'est-ce qu'ils ajoutent? Alors, Napoléon, lui, il va surtout rationaliser tout ça. Il met en place la classification de 1803 puis 1811, aux routes impériales, départementales. Il hiérarchise. Un peu de méthode. C'est ça. Et il utilise aussi la route comme un outil stratégique, de prestige. Il finance sur le budget de l'État les grandes percées dans les Alpes, le Simplon, le Mont-Cenis. C'est l'affirmation de la puissance, et toujours cette vision très centralisée. On avance dans le temps, on arrive au 19e siècle, et là, une nouvelle technique va encore changer la donne pour la route, le fameux macadam. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ah, le macadam. Ça arrive en France vers 1830 grâce à des ingénieurs comme Navier, Polonceau. C'est une technique écossaise en fait. L'idée, c'est un revêtement fait de petites pierres concassées bien compactées, Et ça roule mieux. beaucoup mieux. La surface est plus lisse, plus résistante à l'eau aussi. Pour les chevaux et les voitures, c'est une révolution. La vitesse des diligences fait un bond. On atteint 11 km/h en moyenne vers 1850. 11 km/h. Oui,
Et les malle-postes, les plus rapides, peuvent même faire des pointes à 22 km/h. C'est vraiment l'âge d'or de la route pour l'attraction animale. Un âge d'or, mais qui va être assez bref, finalement. Effectivement, parce qu'il y a une autre révolution en marche, et elle est encore plus rapide, le chemin de fer. Ah oui, le train. Dès 1855, un train de voyageurs roule en moyenne à 46,5 km/h. Pour les longues distances, la comparaison est, sans appel. La route est soudainement dépassée. Et les investissements suivent le train, j'imagine. Massivement. L'argent public, l'argent privé, tout va vers le rail. La route ne disparaît pas, attention, mais son rôle change. Elle devient surtout un outil pour rejoindre les gares. C'est ce qu'on a appelé la fièvre vicinale après 1836. Un gros effort sur les petites routes, les chemins ruraux, pour connecter les campagnes au train. Mais l'histoire n'est jamais finie. Fin 19e, la route prépare son retour avec un nouvel acteur. L'automobile. Et oui, les premières voitures de Serpollet, Peugeot, Panhard, ça redonne à la route un potentiel de vitesse incroyable. Le record de Genetzi. Exactement, plus de 105 km/h en 1899. Avec une voiture électrique d'ailleurs, c'est amusant de le noter. La route redevient compétitive en termes de vitesse. Ce qui pose un nouveau type de problème, j'imagine. Un problème énorme, la poussière. Les pneus soulèvent des nuages terribles sur ces routes en macadam, qui n'étaient pas du tout prévus pour ça. Ça devient insupportable. Il faut trouver une solution. Urgent même. Et c'est là qu'on commence à expérimenter le goudronnage. L'ingénieur Eudes fait des essais dès 1903, et en 1908, il y a le premier congrès international de la route à Paris. Une prise de conscience internationale. C'est ça, on comprend qu'il faut adapter tout le réseau à cette nouvelle ère de l'automobile qui commence. Quel parcours quand on y pense. En 2 siècles, on passe de chemins boueux, presque impraticables, à un réseau national, structuré, qui a connu son heure de gloire avec la diligence, qui s'est fait dépasser par le train, et qui se retrouve à l'aube d'une nouvelle révolution, avec la voiture, avec ce défi du revêtement. C'est fou. C'est une histoire fascinante, marquée par cette volonté politique très française de centralisation et par une succession d'innovations techniques majeures. Alors, pour finir, peut-être une petite réflexion ? Oui, on peut se demander si cette construction très centralisée du réseau, commencée sous Colbert et toujours renforcée depuis, a été uniquement un atout, ou si peut-être elle a créé une certaine rigidité, une dépendance à un modèle qui est aujourd'hui plus difficile à adapter. Face aux nouvelles mobilités, aux enjeux écologiques... Exactement. C'est une question qui reste ouverte, une réflexion pour la route, si on peut dire.